Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Non, je rigole, j'en ai absolument rien à faire. Cette vidéo est sponsorisée par absolument personne. On n'a pas le temps pour une intro là, donc on continue sur la partie 2 de ce fabuleux top 100, je l'avoue, des meilleurs albums de rap français de tous les temps. Donc let's go. Bien sûr, avant de commencer aussi, si vous n'avez pas vu la première partie, je vous conseille de la regarder pour plus d'immersion. On y va. Je t'ai senti couler dans mes veines. Niro fait partie de ces rappeurs qui m'ont toujours laissé sur ma faim, je dois dire la vérité. Considéré comme beaucoup comme le meilleur rookie du début des années 2010, Niro, mais un peu comme Gizmo ou Sadek d'ailleurs, si j'ai toujours trouvé qu'effectivement c'était l'un des meilleurs rappeurs de sa génération, j'ai toujours pensé qu'il y avait un gap entre son statut de rappeur très chaud et les projets qu'il proposait qui sont, disons-le, tous bons, mais qui n'ont jamais eu l'odeur d'un classique à mon sens. C'est donc un peu amer que j'ai retenu l'album OX7 parce que c'est son album que j'ai le plus écouté déjà premièrement, avec les autres aussi, les autres le nom de l'album. Mais là où OX7 tire son épingle du jeu, c'est vraiment sur les prods qui ont très bien vieilli. Alors, je dis bien vieilli pour un album de Niro, ça peut surprendre, mais en réalité, je trouve quand même il y a beaucoup d'albums assez trap de Niro dont les prods n'ont pas forcément bien vieilli, c'est pas le cas de celui-ci. Un album assez complet, j'ai toujours kiffé en plus les sons un peu dansants de Niro sur les prods comme dans Sors de ma tête, mais qui en raison de son interprétation et de sa voix, prennent toujours une dimension assez mélancolique et triste. Et d'ailleurs en parlant de prod, devinez qui est sur absolument toutes les instrus de l'album, et oui vous l'auriez deviné, c'est Mimi Mati. Non, je rigole, c'est Thérapie, donc on n'est pas prêt de finir de parler de Thérapie, mais en me refaisant ce top, je me suis rendu compte qu'il était sur quand même énormément de gros albums de la décennie 2010-2020. Saint-Germain, Matuidi Charo, attaquant défense, Matuidi Charo, milieu de terrain, Matuidi Charo, même les diagonales, Matuidi Charo, les affaires sales, Matuidi Charo. L'un des plus gros vendeurs d'albums de la décennie 2010, j'ai un peu mal vécu, je vous avoue, le matraquage qu'on a subi sur des albums comme Commando ou Zico Furo, qui sont des bons projets, mais que moi je pouvais pas, perso, c'était pas mon délire. L'homme le plus aigri de France. Ouais, c'est moi, y'a quoi. Et en faisant ce top, je me suis quand même arrêté sur Niska, me dire que, ouais, non, vu que c'est mon top, je pense pas qu'il y ait un projet de Niska qui puisse rentrer dans mon top 100 des meilleurs albums. Hop, attendez, s'il vous plaît. J'avais complètement oublié Charo Life, son premier projet. Les freestyles de Zinzin qui ont cassé YouTube juste avant la sortie. Matuidi Charo en légende, le son Ochoa que j'avais saigné à l'époque et tout l'album ensuite. Je sais pas pourquoi, certainement à cause du matraquage comme j'en parlais avant, mais j'avais complètement oublié l'existence de ce projet. Les prods ont un peu pris de l'âge, il y a un peu de nostalgie là-dedans. Il y a aussi Thérapie sur pas beaucoup de prod, et ça rentre encore une fois dans la série d'albums que je vais appeler tout simplement Bandeur de premier projet, parce que ça fait partie des rappeurs dont je kiffe que le premier album, et on n'est pas prêt d'avoir terminé avec cette série dans ce top. Gisèle, quelle misère. Le Potager en a déjà fait une très grosse vidéo, donc je vous invite à aller voir sa vidéo, mais pour ma part, je résumerai mon émotion vis-à-vis de cet album avec ça. Mais moi je veux faire l'amour. Je veux faire l'amour. Hello, je suis le sniper, je fais tomber les cœurs, je fais tomber les cibles. Baby, changer de cible. M'appelle pas, j'ai changé de cible. Un album concept bien réussi après Trinity. Ceux qui me suivent depuis longtemps savent que Lelo, c'est vraiment ma cam de fou. J'ai fait toute une vidéo sur cet album d'ailleurs qui date un peu, mais dans lequel je reviens notamment sur le nombre de références dans le projet, mais surtout à quoi elles servent. Et pour tout vous dire, à l'époque où l'album sort, je crois qu'on était en été 2021, un truc comme ça, ça fait pile un an que je suis sur YouTube. Je bosse tout seul et j'étais en train de me demander si je devais lâcher mon taf pour YouTube, en sachant que pendant 6 mois ou 1 an, j'allais manger des pâtes au beurre, et encore, le beurre, ça serait une fois dans la semaine quand il y a des invités. Bref, d'ailleurs, j'en place une à mon cousin Samir qui m'a permis de déclencher ça, et sans qui je serais peut-être dans un autre monde à l'heure actuelle. Et je vous avoue que la sortie de l'histoire de Wes Anderson, de Lelo, a indirectement été l'un des éléments déclencheurs, parce que l'album parle surtout de ça. Qu'est-ce que t'es prêt à faire pour vivre de ta passion, et surtout, est-ce que tu te rends compte que en dehors de ta passion, tu respires, mais t'es mort de l'intérieur, ce qui était un petit peu mon cas en fait. Musicalement, c'est extraordinaire, je trouve Iverson, qui est mon son préféré de l'album, que Sofiane Pamar vient sublimer, de son piano magique. Tous les morceaux storytelling fonctionnent, et surtout un truc chez Lelo, c'est que quand on voit les feats, on pourrait penser que c'est des accointances industrielles un peu entre gros artistes, ce que la plupart des gens font sur les gros albums,
et on voit des gros noms, ce qui fait parfois des sons un peu cramés, on sent que c'est forcé. Alors que là, bah pas du tout, hein. On a Alpha, Hamza, Nekfeu, Damso et tous les titres sentent bon et ne puent pas le feat forcé, ce qui est très très cool et me laisse penser que Lelo est très attentif à ses feats sur les albums. Un album complet, hypé par un trailer très cool, moi qui kiffe le cinéma, je me régale. En gros, même si votre voisin fracasse sa femme, bah faut pas lâcher ses rêves. C'est le mec qui a pas compris l'album. C'est le mec qui dit, c'est le mec comme s'il était sur Twitter. C'est le mec qui dit, c'est le mec qui dit, c'est le mec qui dit pour faire une blague méta. C'est le mec qui allez, j'arrête, album suivant, s'il vous plaît. Un groupe que la nouvelle génération a un peu oublié, mais moi non, ok? Science Super Crew, c'était hyper stylé, je m'en fous de ce que vous pouvez penser, mais si on regarde aujourd'hui, ça peut faire un peu kitsch avec leur beatbox abusif et leur énergie un peu trop surchargée. Faut savoir qu'ils avaient beaucoup marqué aussi le rap mainstream des années 2000. Derrière ce projet de potes ultra good vibe qui est KLR, se cachait en réalité quelque chose d'un peu plus triste. KLR, c'était en fait le nom du 7e membre du collectif Science Super Crew, qui décédera subitement suite à un accident de voiture quelques semaines avant la sortie du projet. La question de sortir l'album fut au centre de leur discussion, certains traumatisés penseront même à arrêter la musique, et finalement c'est pour lui rendre hommage que le groupe sortira l'album, lui dédiant d'ailleurs l'intro du projet, qui est super émouvante. C'est un peu l'ancêtre de la section d'assaut, et en réécoutant l'album pour les besoins de la vidéo, et je me suis rappelé à quel point certains sons pouvaient ressembler à la section, avec des refrains très chantés à la Gims, des couplets de rap pas toujours bien rappés, mais une énergie commune qui rend le tout super intéressant et cohérent. Et je crois que c'est le but d'un collectif d'ailleurs. Mélangeant rap, dancehall, zouk et R&B de façon assumée, l'album sera un petit succès underground dans le rap FR, mais ça, c'était sans compter le fait que un an après la sortie de l'album, il y a un son qui va devenir l'un des plus grands hits des années 2000, et même pas que rap, un des plus grands hits de l'histoire de la musique française. Rien que ça, c'est évidemment le titre Angela qui les propulsera dans la stratosphère le temps de quelques années, avec même un succès à l'étranger. Ils faisaient des grosses scènes un peu partout dans le monde, Science Super Crew. Les gens se battaient pour aller les voir. Le Science Super Crew sur scène, c'était quelque chose. Personne n'avait ramené autant d'énergie sur scène. Ça dansait, il y avait des parties beatbox, ça taguait, des grands survêtements jaunes fluo, c'était un vrai spectacle. Leur hype était vraiment palpable et tout s'arrêtera assez subitement quelques années plus tard, après un second album plutôt réussi, mais que je trouve un peu moins bien, et on entendra plus trop parler du Science Super Crew plus tard. Putain fond, l'autre, le salaud, ivre, ado mal poli que les badauds applaudissent. Ouais! Tous ensemble, chacun pour tous est le premier album solo de Salif. Et en fait ses armes très jeunes dans les années 90 avec son groupe Nisei, en duo avec son gars X. Et Salif, c'était un gamin super prometteur assez tôt. Il était promis à une grande carrière. Déjà à 13 ans, il est repéré par Zoxy. Il devient le petit protégé aussi de Lunatic, rien que ça. Et ensuite il sera signé dans le collectif For My People de Cool Chain en 1999 pour sortir son premier album en 2001 à seulement 19 ans. C'était un peu le Mbappé du rap français à l'époque. Et l'album est dingue, hein, c'est frais, il y a de la forme, il y a surtout du fond, et Salif rappe super bien dessus, hein, son charisme au micro, son insolence de mec surdoué beaucoup trop précoce pour son âge, je rappelle qu'il avait 19 ans, et sa sensibilité déjà très tôt sur des sujets de société sans jamais tomber dans la pleurnichade moraliste qu'on pouvait un peu avoir à l'époque, faut le dire. Tout ça va faire que ça va être un artiste très vite remarqué par le public. Et l'album sera un petit succès assez cool et se vendra très bien, faisant de Salif le petit prince du rap français des années 2000. Un rappeur entier, donc peut-être un peu trop, parce que le surplus de sincérité qu'il avait dans ses textes et qu'on pouvait ressentir en interview par exemple, lui feront quitter l'industrie du peura après quelques petits braquages, notamment son album Curriculum Vitae qui sera un vrai succès commercial. D'ailleurs, petite remarque personnelle, hein, j'en ai jamais parlé à personne, peut-être j'ai une bêtise, mais j'ai toujours entendu le fantôme de Salif derrière Dinos dans énormément de ses sons. Je sais pas s'il a déjà dit qu'il était fan ou pas, mais je trouve que dans son flow, il y a vraiment un truc de Dinos, dites-moi si je suis le seul ou pas. Le tribun de la rue, le salaud ivre, l'ado mal poli que les badauds applaudissent, comme Salif le dit lui-même sur l'intro du projet, marquera durablement le rap français. Et si j'ai pas connu vraiment cet album à sa sortie, puisque j'étais tout gamin, je trouve qu'il a pas tant vieilli que ça, et que c'est quelque chose qui s'écoute encore super bien aujourd'hui. Celui qui écrit une lettre au président. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux mon nom, c'est peu celui qui écrit une lettre au président. Un rappeur parfois oublié de l'histoire, mais surtout qui s'est fait volontairement oublier, ayant coupé tout contact avec le rap et le monde des vivants. On n'a plus de nouvelles de Fab depuis un moment. Fab, je kiffe parce qu'il a ramené le rap de good guy à un niveau rarement atteint. Fab, c'était assurément un mec bien plein de principes qui voulait se faire entendre et qui a été dégoûté de l'industrie.
industrie qu'il quittera au lendemain de sa sortie de son dernier album, sorti en 2000, La Rage de Dire. Mais on n'est pas là pour parler de ça, mais on parle là de détournement de son. Et d'ailleurs, ce côté good guy dont je parlais, et extrêmement authentique qu'il avait, m'a toujours fait penser à Nekfeu. D'ailleurs, en interview, il a toujours dit que Fab, c'était une de ses inspirations, et j'ai toujours pensé que Nekfeu finirait converti à l'islam en quittant la musique avant de s'assurer une retraite tranquille. C'est une théorie un peu farfelue que je garde pour moi, mais on n'est pas à l'abri. Détournement de son, c'est une suite de très bons tracks, jamais redondants, et surtout truc très relou avec le registre de l'époque, c'est que ça peut vite devenir moraliste, et en fait ça l'était pas tant que ça, je trouve. Et c'est aussi le début de la Scredco, à l'époque très jeune, qu'on pouvait entendre. Un album plein de bonnes intentions. J'ai ramé, comment je rame, maintenant vois où ça en est. Soigner mes feuilles, je fais que ça pour nez, morné sous mon nez. Un cornet suffit pour corriger les jets de langue de... Est-ce que vous voyez dans l'école du micro d'argent de IAM sur le son un bon son brut pour les truands? L'histoire retiendra que Freeman, dans un couplet, lâche tranquille, fixe ou je te mystifie comme un Twix. Une phrase, j'en conviens, burlesque et dénuée de sens, et qui provoquera l'hilarité d'une bonne partie du public, alors que je trouve que Freeman a l'un des meilleurs couplets de l'école du micro d'argent. Voilà, c'est un petit avis personnel qui n'engage que moi, et je trouvais qu'il amenait vraiment un côté très rue que AKH et Shuriken n'avaient pas et n'auront d'ailleurs jamais. Alors moi je vais redonner ces lettres de noblesse au frérot, au tonton, que dis-je, Freeman, longtemps considéré comme le membre le moins bon d'IAM, sachant qu'il est rentré dans le groupe en étant danseur et que son intégration à IAM a toujours été un peu floue. Il est rentré, après il est sorti, ensuite sur certains morceaux il est crédité en feat, d'autres fois pas. Et il faut savoir qu'en 99, à peine après l'école du micro d'argent et son succès phénoménal, Freeman sort un album commun avec Karim Leroy, proche de IAM et membre de plusieurs groupes dont MC Arabica, oui c'est le vrai nom, mais aussi un autre groupe avec Faf La Rage. Faf La Rage qui est en fait le frère de Shuriken, qui à la base devait lui aussi faire partie d'IAM, mais bref, on s'écarte. L'album, pour une raison que j'ignore, a complètement été oublié par l'histoire. J'étais bébé à l'époque, donc je ne peux pas savoir si y a plein de gens qui se le sont pris et juste il a été oublié ou carrément c'était un flop, je sais pas. Et ce qui me donne d'ailleurs l'impression que je dois être le seul à kiffer cet album, j'ai jamais vu personne en parler. Et aussi Freeman de manière générale, je kiffe beaucoup sa manière de rapper. C'est du pur rap marseillais typique, pur jus, tout ce que vous pouvez faire de plus marseillesque. C'est tristoun sur du boom bap typique de l'époque. L'album révolutionne absolument rien du tout, mais on retrouve plein de sons bien propres et l'album se mange tout seul. Je l'avais grave pris à l'époque où je faisais mes armes d'étudiant en rap dans les années 2010, où je me refaisais les albums des années 90, et je le trouvais particulièrement bon, mais voilà, assez sensible à la plume et au style de rap de Freeman. Si on devait avoir un marqueur temporel pour le passage du rap français à l'an 2000, il y aurait probablement Le Poisson Rouge de DC's, un album qui a marqué les générations et qui surtout apportait un truc frais qui nous manquait dans le rap. Ceux qui ont vu ma dernière vidéo, j'en parle un peu plus longuement. Après quelques faits d'armes intéressants avec son groupe Rimeur à Gage et un titre très remarqué sur la bande originale de Taxi 2, et j'en profite, s'il vous plaît, petite parenthèse, on parle pas de rap là, pour dire que la série des Taxis, c'est la pire série de films du cinéma français. Voilà, maintenant que j'ai un peu une audience, j'arrivais plus à tenir, pas plus longtemps que ça en tout cas avec ce secret. Je déteste tout ce qui émane de ces films, l'acting, tout. Voilà, parenthèse fermée. À l'époque, il y avait cette volonté de montrer au public rap, après une fin de décennie dorée, on pouvait proposer autre chose dans le rap français, sans forcément se lancer dans une guerre d'opposition, comme l'a pu peut-être le faire Fab à un moment donné contre des rappeurs de rue, ou les mecs qui prenaient une forme de violence dans leur texte en mode moi je fais du rap de mec bien. Pour cet album de DC's, j'ai conscience qu'il y a aussi beaucoup de nostalgie, j'ai eu l'occasion de le dire, notamment dans ma dernière vidéo encore une fois, mais cet album c'était mon premier vrai album de rap que j'avais entre les mains et que j'écoutais comme un album de rap quand je devais avoir, je sais pas, 8 ans, parce que ma sœur qui devait avoir 16 ans à l'époque, elle l'avait acheté, donc j'ai le souvenir d'avoir bougé la tête sur chaque titre. Ce top étant, je le répète, totalement subjectif, c'est un peu ma Madeleine de Proust rap cet album, mais j'ai quand même conscience que il y a des sons qui ont atrocement mal vieilli, voire même des titres qui n'étaient pas très bons, même à l'époque. Un album à saluer tout de même pour la démarche et qui est vraiment mon album de cœur. À chaque fois que tu me demandes un service illégal, que tu mets ton vice en face du mien comme nos conditions de vie sont inégales, tu connais mes galères, tu sais que l'argent me manque. Ok, là on parle, là il se passe quelque chose, un projet que je défendrai toujours jusqu'à la mort et que j'ai consommé là aussi, en intraveineuse jusqu'à la dernière goutte de chaque track.
Tout fonctionne dans cet album, même l'utilisation des extraits de films en intro. 300% de marge, tu sors dans la rue, tu te fais 500 $ en 2 heures, tu reviens chez toi et tu peux glander tout le reste de la journée. Alors que je trouve que c'est le truc le plus ringard de la Terre. Apologie de la rue, Anti-Vénus qui devient son petit classique à ce moment-là, en même temps que Éternel Recommencement, et aussi Youssoupha est mort sur un sample de Alain Bachung. Purée, mais le son Toubab surtout, qui me met des frissons à chaque fois, où il s'adresse aux blancs sur ce refrain où il dit « Les tiens, les miens, rien qu'une différence, j'ai longtemps cru que te haïr me rendrait plus fort ». Vraiment, c'est du jus de fruits de bon rap ce projet. Je saurais pas vous dire si c'est de la nostalgie ou pas, hein, peut-être un peu, mais je trouve que même les prods ont pas trop mal vieilli, même si c'est un truc typique des années 2000. Et Youss, c'est aussi, surtout à l'époque, une écriture, une plume de malade, qui fait beaucoup de bien au rap français. Le projet un peu mal aimé du SCH, qui fait, je crois, son entrée dans ce top 100, et effectivement, c'est clairement pas le meilleur album de SCH, et ça, c'est dû à 3 ou 4 titres qui sont totalement osef, voire mauvais, hein, surtout qu'à ce moment-là, ce que le public connaît de SCH, c'est A7, et le projet est quand même assez loin de ça, il faut l'avouer. Pour autant, le projet est porté par des titres super intéressants, hein, notamment Allo Maman, le hit de l'album, mais aussi Je la connais, qui pour moi est l'un des titres les plus originaux qu'on ait pu entendre. Ce niveau de parti pris sur un son, tout en restant à mi-chemin entre le rap et frisant la variété française sur les passages où il se met à parler, je trouve que c'est du haut level, comme on en a rarement eu. Franchement, j'en ai rien à foutre. Je vois tes formes, tu tiens les rênes et t'aimes serrer fort, pas brasser l'air. Si on fait la moyenne de tout ça, l'album reste plutôt assez bon, hein. J'avais beaucoup kiffé à l'époque, avec un ou deux classiques à la place des titres pas ouf. L'album aurait certainement moins souffert de ce côté album raté ou album mal aimé d'SCH qu'on lui a prêté, souffrant surtout encore une fois de sa comparaison avec A7. Même dans sa période creuse, l'album mérite d'être dans ce top, tant SCH et sa discographie, c'est du solide. Rien à foutre qui est des kidam qui dorment ici, kidam qui dorment ici, kidam qui dorment ici, qui est des kidam qui dorment ici. L'un de mes albums préférés de Vald, avec lequel le grand public commencera à le découvrir. Clairement, au moment où je découvre Vald, c'est-à-dire, je sais plus, je me prends vraiment une tarte. NQNT2, un album qui marque aussi pour Vald un passage à la trappe super réussi, qu'on avait pu entrevoir sur le projet d'avant, mais sur quelques tracks seulement. J'appris tardivement que NQNT2 avait déçu un peu sa fanbase de départ, et c'est toute une autre fanbase qui l'attendra dans ce qui semble être les prémices de ses gros succès. Je suis pas le plus grand connaisseur de Vald qui existe, mais j'ai toujours trouvé ce projet très bon. Je sais pas dans la commu Vald si c'est un album pas apprécié ou pas. C'est pas son top carrière, mais vous l'aurez remarqué, on est toujours dans la série des bandeurs de premiers projets. Même si c'est pas son vrai premier projet, d'ailleurs c'est même pas son deuxième vrai projet, enfin bref. Et je mélange. Fuck le SMIC. Après Anarchie de SCH, on reparle d'un autre projet mal aimé post-classique. Je pense qu'il y a rien de plus difficile dans la musique de débarquer avec un chef-d'œuvre considéré unanimement comme un classique et d'avoir la pression abominable de décevoir sur le projet d'après. Parce qu'un classique, ça se pense pas, hein, c'est qu'une suite de configurations bien placées au bon moment qui vont faire que. Pour autant, Le bruit de mon âme, qui sera la suite de Or Noir, mais aussi de la réédition d'Or Noir, qui fut une réussite totale, souffre beaucoup moins, contrairement à Anarchie de CH, de sa comparaison avec l'album précédent. On y retrouve un Caris avec les dents toujours bien aiguisées et une assurance qu'il n'avait peut-être presque pas avant sur Or Noir. Il y a même des partis pris qui vont plus loin que Or Noir dessus, comme le titre Sevra, qui est un son qui aurait carrément pu se retrouver sur Or Noir, ou la liberté prise sur la prod de 80 The Trait, ou encore le feat avec Future qui ne sera pas atteint par la malédiction des featuring grattés entre le rap français et le rap US. Ce qui en fait un moins bon projet que Or Noir, c'est probablement l'absence de Booba à la réalisation déjà, et la direction artistique qui fait un peu ressembler l'album à une mixtape, mais l'album reste malgré tout assez cohérent, sauvé par le duo Caris Thérapie, encore une fois, qui fonctionne toujours à merveille. Par contre, petit message aux forceurs qui veulent avoir l'air un peu marginaux en disant que cet album est meilleur qu'Or Noir de Caris, pitié, arrêtez. Tant que ma perte marche là est propre, frère. Tant pis si j'ai du sang plein les mains. Le prime de Dossé, hein, tout simplement, il est en forme finale sur cet album après des bons projets qui n'ont jamais réussi à réellement marquer le public, à part un bon succès commercial sur Perestroïka, je l'ai, ça va, sur lequel on pouvait déjà entendre le coup du patron en featuring avec Ateyaba qui est très bon, et cet album marque le moment de son second souffle. Le petit frère de Pete Bacardi débarque avec la rage aux dents, et clairement ça sent, hein. Le projet est un casino skip.
je découvre surtout les capacités de Dossé à écrire des textes forts, comme sur Abel et Quin ou 25 décembre, des bangers atomiques comme sur Infréquentable avec Booba ou sur Maya B, ce qui me laisse penser que les feats Quinry sont presque oubliables alors qu'on a quand même Young Thug et Tory Lanez sur l'album, là où le feat avec Nekfeu marche à merveille aussi. Le tout fait que l'album, en plus d'être un no-skip, est ultra diversifié, ni trop triste, ni trop estival, ni trop conscient, ni trop golemon, il y a pile ce qu'il faut de rap dans toutes ses formes, et il fait réellement partie des rares rappeurs que je peux kiffer à fond dans la voiture en poussant à la salle que en l'écoutant dans des textes ultra poignants dont il a le secret. Un quasi classique des années dorées du rap de la décennie 2010 dont on parle pas assez, je trouve. À l'heure où les rues ne sont pas tranquilles, les jeunes racailles font leur travail, ils veulent la maille, les meufs la live de Busta Rhymes. Si on devait parler d'une trilogie du spleen dans le rap français, il y aurait forcément Goldman de Jean Jass dedans, son premier solo. Qui dit premier solo dit aussi album très personnel évidemment, et un peu comme Isha, mais dans un tout autre registre. Je trouve que rarement un rappeur avait réussi à nous faire gamberger dans sa tête comme le Double J le fait sur Goldman. Ressort totalement triste de ce projet, alors que en soi il dit rien de si triste que ça, mais c'est l'ambiance générale du projet qui reproduit un spleen baudelairien à la quasi-perfection, qui nous laisse ce goût un peu de vide. Si Goldman de Jean Jass était un livre, ça serait certainement Le désert des Tartares de Dino Buzzati, un roman que je vous conseille, qui m'a énormément marqué par la manière dont l'auteur traite le thème du vide et du temps qui passe. Un roman dans lequel on retrouve Drogo, un lieutenant qui est appelé à combattre l'ennemi en l'attendant dans un château fort à l'entrée d'un désert duquel l'ennemi est censé arriver. Sauf que cet ennemi n'arrive jamais et je vous spoil pas, mais c'est incroyablement triste. Et Goldman a un peu cette résonance-là de trucs qui n'arrivent jamais et il met pile le doigt dessus. Du coup, c'est archi touchant. Dans ce marasme existentialiste, Jean Jass ne sait pas trop quelle est son utilité, mais il est systématiquement sauvé par son rap, un espèce d'objectif qu'il s'est fixé, un but dont il faut rester proche comme Pipo Inzaghi et qui lui permet de survivre. Le projet prend tout son sens quand on sait qu'il est sorti alors que Gigi n'était vraiment pas du tout connu du grand public, en dehors du cercle fermé de l'underground bruxellois et belge. Et ce qui est aussi dingue sur Goldman, c'est qu'on est en face d'un rappeur qui fait toutes ses prods et qui est capable de pondre des instrus de génie comme celle de Mes Jambes, mais qui a aussi une plume extrêmement développée, technique sans forcer et capable de sortir des phrases comme « Je sais que ma meuf aime un moins que rien, plus que tout ». Son oncle Youssef lui a souvent dit « Un homme sans rêve est mort et Jean Jass est indéniablement en vie » sur ce projet qui m'a ému au premier degré le plus total, rien que d'y penser j'ai les frissons. Billets sur des chats, je rafale sur tes sacs, drop top sur les champs. Un projet dont j'ai parlé à de nombreuses reprises, déjà dans mon top 10 de 2021 notamment, et aussi dans ma vidéo sur Ateyaba. Alors je vais pas trop m'étaler, Infinoir c'est la version avortée de ce que devait initialement être Ultraviolet, et ce avec quand même pas mal de tracks manquantes, ce qui explique pourquoi je le classe aussi bas, sinon l'album avec des titres comme Rock With You ou le remix avec Alia aurait largement mérité d'être dans le top 50 à mon humble avis, voire même plus. C'est vraiment dans la lignée de ce que Ateyaba a pu nous servir de mieux depuis l'EP de L'Oréal Music, je mange tout, c'est soit planant avec ses influences très 808 Carty, soit des bangers ultra agressifs comme il sait aussi bien faire. Le projet ne trouvera pas trop son public, même si la déception sur La Vie en Violet sera encore plus sévère pour sa fanbase, il n'en demeure pas moins que c'est l'un des projets les plus maîtrisés qu'on ait pu avoir depuis 2020. Je m'en suis pas lassé, je l'écoute encore et j'en savoure chaque miette. La capacité d'Ateyaba à faire des morceaux hypnotiques et inlassables étant toujours aussi intacte à ce moment, le plus maudit de l'histoire du rap français. Schlag sans thune, v'là comment j'accentue, j'cartonne et smat, chance tu, gratte sans stup, j'rappe en tube, assume, pas de censure, j'tafture, graille dans le bus. Je me souviens d'une époque où plus personne n'achetait de physique, mais en même temps, les plateformes de streaming étaient pas encore si démocratisées que ça. Du coup, avec mes petits sous de lycéen, un jour, j'achète un peu par hasard Ailleurs de Némir, et le vent frais qu'il m'a procuré sur ma petite nuque là, j'oublierai jamais. Le groove qu'il amenait, sa voix et sa manière de chanter, qu'il fera d'ailleurs devenir le mec que tout le monde voulait en feat dans le rap français, pour faire des refrains chantés, alors que je trouvais que c'était un très bon rappeur aussi. Chaque seconde de cet album, je l'ai poncé, ça m'a permis de découvrir les prods d'Enzo et son talent, mais surtout, gros mot, à l'époque, tous assez proches des mecs de l'entourage, et qui deviendra probablement l'un de mes rappeurs préférés à ce moment-là. Ça groove de fou, c'est ultra solaire, et ça rappe trop bien. Il y a même un de mes sons secrets préférés du rap français,
dans cet album. Les sons secrets, c'est, vous savez, quand il y a un son qui se termine et qu'à la fin il y a un blanc de 30 secondes, et que soudainement, juste parce que vous avez laissé tourner l'album, vous vous rendez compte qu'en fait, il y a un son caché dans le son. Là, c'était à la fin du son Ratata en feat avec Gros Mo, on pouvait entendre Carlito et Gros Mo rapper sur un sample de Fatboy Slim, et c'est les émotions, ce son. Je me souviens, j'étais au lycée, et je mentais en rappant le couplet de Gros Mo, et en faisant croire que c'était de moi. Un maximum de cash pour mes frères, barge pour de vrai. Promis de pas investir tout dans le H au de plaie. Folie dans ma tête, je file brolique dans la veste. Autant de chance de rester poli que foutre mon gros pif dans la cesse. Je l'avais pas réécouté depuis honnêtement assez longtemps et ça a merveilleusement bien vieilli. Ce projet de Némir, toujours un peu triste qu'il n'ait pas réussi à sortir un album vraiment au succès qu'il méritait et à la hauteur de son talent. Fall dealer, Corleone serial, Rimsal dealer, Hermès, Burberry, je porte pas de dealer. Bon, que dire qui n'a pas déjà été dit sur cet album? Freeze, petit prince de l'underground français et figure de proue de la nouvelle vague rap de la seconde partie de la décennie 2010. Cette phrase est compliquée à dire un peu. Plante, projet, Bluebeam assez discrètement. La graine poussera et permettra d'année en année de faire grandir la fanbase de Freeze jusqu'à 2020 où il décide de s'ouvrir au featuring, faire un Colors, apparaître là où il fallait et c'est comme ça que la menace fantôme sort dans un contexte où Freeze est le rappeur le plus attendu de l'année. Ajoutez à ça la polémique et vous aviez tous les ingrédients pour faire de Freeze Corleone le digne héritier au trône du rap français. L'album m'avait légèrement, et je dis bien légèrement, laissé sur ma faim à certains moments, et même si le parti pris de faire de la drill fait que j'y retourne assez peu souvent, je suis complètement lassé de la drill, c'est quand même un album que j'ai pas forcément oublié. Que ce soit l'intro du projet, les feats assez osés, et contrairement à beaucoup, je trouve que les featuring avec Despo et Alpha 520 sont incroyables, et je vais même dire un truc, le featuring avec le roi Enoch est bien. Le défaut du projet réside surtout et principalement dans sa longueur, mais c'est un critère assez récent, je trouve, dans le rap, avec notamment l'avènement du streaming et le fait qu'on écoute les albums sur le streaming, mais en réalité c'est pas trop un critère à l'époque. Il n'en demeure pas moins que La Menace Fantôme est l'album qui ouvrira la décennie 2020 dans le rap français et qui mettra le petit prince de l'underground sur le trône de France un petit moment alors que personne n'avait pu le prédire. Instinct animal, basique, I speak, nice bitch. Futur fait partie des albums un peu mal aimés de Booba, de par son côté bourrin, complètement assumé. D'ailleurs, juste après l'intro de l'album, le titre commence par tir de roquequequette, grosse quequequequette, et je trouve ça plutôt stylé, même plus stylé que si t'aimes pas, t'écoutes pas, et puis c'est tout, mais c'est un avis très personnel. Mais derrière des tirs de roquettes et des quéquettes, c'est surtout l'album proto de la trappe en France. Alors forcément, Caris fera mieux un an plus tard, mais il a le mérite d'établir une espèce de valeur étalon de qualité dans le rap français pour la trappe, pour l'arrivée de ce genre qui va plonger le rap dans une toute nouvelle ère. C'est aussi pour Booba le second souffle, ou plutôt son troisième souffle, vu qu'il venait de traverser l'âge d'or des années 90, puis 2000 qu'il avait parfaitement réussi, et après 2 albums un peu en dessous de ce que Booba pouvait proposer, 09, souvent considéré comme son moins bon album, mais aussi Lunatic, et là c'est clairement personnel, je crois que c'est pas l'avis général, qui fut un véritable succès, mais moi je suis un peu moins fan de cet album de Booba aussi. Futur, on sent une volonté de faire bouger les choses, il y a un vent frais, il y a un truc très très novateur dans la démarche. Et comme à l'époque Booba qui fait bouger sa musique, c'est aussi tout le rap français qui bouge en même temps que lui. Futur est une vraie réussite qui laissera sur le côté les haters de l'autotune, qu'il faudra attendre 5 ans pour comprendre, mais c'est surtout les prods de l'album qui vont appuyer sa qualité. Évidemment, encore une fois, c'est Thérapie qui est aux commandes, Macky Sall Music, Wesh Moret qui fut la prod que tout le monde reprendra pour se clasher mutuellement, ou encore Maître Yoda et aussi surtout Kalash, sur lequel on découvrira Caris, et qui régalera le public, parce que c'était presque devenu rare qu'un son purement rappé comme ça devienne un aussi gros hit. On n'aurait probablement pas eu Or Noir sans cet album. Sur la joue, ça lui fait des kisses. Si c'est plus fort qu'elle, elle peut finir à l'hôtel Ibis. Un jour de 2014, je suis dans une voiture avec des gars à moi, et j'ai un pote qui met Dans ma paranoïa de Jul. Et bordel, c'est un son, la première fois que je l'écoutais, j'ai rarement été aussi déstabilisé par un son de rap français. C'était trop bizarre, je savais pas si je kiffais ou si je trouvais ça curieusement laid. Finalement, je prends totalement le son, mais en intraveineuse, là aussi. Évidemment, absolument personne n'a eu l'avant-gardisme de se dire que ce qui est en train de faire ce mec, c'était phénoménal. Et moi le premier, à l'époque, je kiffe 2-3 sons, mais j'arrive pas à kiffer tout l'album et surtout Jul dans son entièreté. Et quand je dis tout le monde va le détester, je parle pas du peuple, mais je parle de la
critique rap qui va pas du tout l'encenser, voire qui va le détruire, alors que l'histoire fera de lui l'empereur de la musique française 10 ans plus tard. J'oublie tout, sors le cross-volet, dans ma paranoïa, tu la love. Je me rends compte assez tôt que derrière les moqueries, Jul c'est un artiste qui arrive à faire des sons mélancoliques sur des prods dansantes, et c'est quelque chose qui, en plus d'être ultra difficile à faire, et là comme ça j'ai envie de penser à Stromae, et oui, j'ose comparer Jul à Stromae, mais en plus c'est quelque chose qui va donner une plus-value de malade à sa musique, et il va rendre accro tout le sud de la France au début, mais accro genre comme les Américains accro à l'héroïne après la guerre du Vietnam, et il faudra attendre un peu plus longtemps afin que toute la France soit contaminée par cette addiction. Je vous spoil un peu, c'est clairement mon album préféré de Jul, il y a mes sons préférés de lui dedans, forcément un peu de nostalgie aussi, et je trouve que c'est son seul album qui ressemble vraiment à un album. Ensuite on se retrouve avec plein d'albums un peu fourre-tout qui forcément ont pour moi pas leur place dans un top 100, sans parler de l'influence phénoménale. Je pense que pour l'instant c'est l'album le plus influent, avec Feu aussi dont j'ai déjà parlé, de ce top 100. Mon taudis, le jour de gloire est arrivé. Je sais pas comment j'ai fait pour tomber sur la musique d'Eliem alors que j'étais genre en CE2, mais tout ce que je peux vous dire c'est que je suis pas devenu dégénéré, ça va. Enfin, je crois. Triple violence urbaine de Eliem, c'est un cocktail molotov explosif à la gueule que tu te prends et que tu peux pas oublier. Hein. Rien que la reprise de la Marseillaise sur l'intro suffit à rendre iconique le premier album solo d'Eliem. Après un parcours remarqué dans son groupe Mauvaise Langue et un couplet déjà classique sur Temps mort de Booba. Tout à l'heure je parlais de Salif et le fait qu'il était très tôt pris en charge par Zoxy, par Cool Chain, par Lunatic notamment, et ben c'est un peu la même chose avec son groupe. Ils ont très tôt été pris en charge par Zoxy là aussi et par pas mal de membres influents du rap français des années 90, et notamment Booba. Sans parler en plus de son avant-gardisme à Eliem à l'époque, en 2022, déjà bien avant le boom de MySpace et encore moins de YouTube, il avait déjà un site internet où il mettait des freestyles inédits sur lequel on pouvait assister à ce genre de moments assez anthologiques. T'as compris Jean-Marie? Donne ta rondelle, Jean-Marie Le Pen, et quand je fais tu frissonnes du cul, là le double. Tu frissonnes doublement du cul. Tu veux le triple? Souvent les rappeurs, soit c'était des mecs gentils de base qui avaient été spectateurs de leur quartier sans jamais avoir fait de conneries, comme Nas à l'époque de Illmatic, soit c'était des purs produits de leur environnement que la musique avait sauvés, et on a fait des mecs un peu repentis. Eliem, c'était ni l'un ni l'autre, vraiment lui il en avait rien à foutre d'un niveau, c'était extraordinaire. Sa première mixtape solo portait le nom subtil de « Moi aussi, je veux baiser de la République ». Bref, un album 100% nostalgie, avec une violence assumée, mais malgré tout un propos fort, et surtout une remise en question à certains moments, comme si au fond de lui, il savait qu'il était devenu ce que la société avait attendu de lui, qu'il avait du mal à décoller ce costume de lui-même, et que ça le faisait souffrir. L'album aura une réédition que je trouve tout aussi excellente, avec beaucoup plus de feats, dont un très cool avec La Fouine. Ma voix traîne dans des affaires louches. Si la plus vieille machine a désinformé du monde, sortez de ma grande bouche. Le début des années 2000, on est dans un contexte social très compliqué. Fini la France Black Blamber des années 90, le 11 septembre ouvre le millénaire et les rebeux, on nous assimile plus à Ben Laden qu'à Zinedine Zidane, ce qui nous fait chuter en bourse complètement. Ajoutez à ça les banlieues qui s'embrasent, la montée du Front National que personne voyait venir. C'est probablement une des raisons qui fait que le rap français des années début 2000, c'est très politique. Et dans le genre rap engagé de bon goût, il y a un groupe qui a sorti un album assez remarquable et remarqué, c'est La Rumeur avec L'Ombre sur la Mesure. Là, en termes d'engagement, on est viscère, on n'est pas du tout sur Petit Frère d'Ayam, sans vouloir rabaisser le texte d'Ayam, parce que les membres de La Rumeur sont quasi tous blindés de diplômes en sociologie ou en sciences politiques ou en histoire. Et là où ça aurait pu être un album de rap très engagé, un peu chiant parce qu'il n'y a aucune joie dans leur texte, c'est un constat assez amer de la société, tout le discours est tout doucement, délicatement enveloppé dans des prods jazzy sombres, amenant une ambiance polar des années 70 dans les rues de Los Angeles devant club de jazz, parce que ouais, les prods auraient totalement pu être la bande originale du jeu vidéo Elle est Noire, je les trouve incroyables. Évidemment, c'est aussi bien rappé, je dis pas que tout est carry par les prods, mais ça aide grandement le projet. Tout ça fait que ça a très bien vieilli aussi, si vous voulez écouter du bon boom bap agréable, même si vous connaissez pas l'album, ça passe très bien. Et pareil, je l'avais pas écouté depuis très longtemps, j'ai pris un plaisir de fou à le réécouter pour les besoins de ce top.
bruit de la pluie sur le bitume en panne, l'essuie-glace, mon pare-brise pleure, mon humeur durcit la glace. Ceux qui disent le temps c'est de l'argent sont dans l'erreur. Je vais pas trop m'étaler parce qu'on reparlera évidemment de Oxmo Puccino plus tard. C'est pas un spoil hein, si je vous dis ça, mais j'aime bien cet album parce que je trouve que c'est celui qui marque chez Oxmo sa transition vers une musique plus variété, bien qu'il continue à rapper dessus, et je trouvais ça ultra réussi. C'est plus un album vraiment complet que j'écoute de A à Z qu'un projet avec quelques titres OSEF portés par des colossales classiques, mais j'en garde de très bons souvenirs. Je pense que j'ai bien fait le tour là aussi hein, de ces deux projets, que ce soit encore une fois dans la vidéo sur Ateyaba, vous connaissez déjà la disquette, Game Changer, il a plein d'enfants, etc. J'ai quand même une préférence pour Kyoto, bien que les deux EP soient imparfaits, et ça reste des souvenirs d'auditeurs inoubliables. Voilà. Quand je suis à bout, quand j'en ai marre. C'est comment je suis quand j'en ai pas. Je pense que j'ai déjà raconté cette anecdote, mais à la base, quand j'ai voulu lancer ma chaîne YouTube, le tout premier épisode que j'avais écrit n'était pas la vidéo que j'ai fait sur Medine, mais une vidéo sur la discographie et la carrière de Gros Mo, parce que j'étais trop fan de ce rappeur. L'épisode n'est jamais sorti, mais j'ai encore le script, et je vous jure, heureusement, je l'ai pas sorti parce que c'était un peu de la merde. Bref, Gros Mo, c'était clairement le rappeur que j'ai le plus écouté au milieu des années 2010, après l'avoir découvert sur l'album de Némir, comme je viens de le dire, et m'être pris fortement son premier EP gratuit FDP. J'ai pas trop réussi à départager les projets vraiment parce que j'écoutais tout, mais considérais que la trilogie FDP, les dièses de Gros Mo et les étoiles, c'est incroyable. Incroyable, c'est trop fort. Allez, peut-être par nostalgie, les dièses de Gros Mo, mais je mets vraiment ces trois projets sur un quasi pied d'égalité. Le plus triste, c'est que Gros Mo, pour plein de raisons, c'est le roi sans couronne de cette décennie pour moi, hein, parce qu'au moment où j'écoute ces projets, je connais absolument personne qui parle de lui. Rien, pas un article, pas un média, ou en tout cas très très peu, pas un pote dans mon entourage. J'écoute ça dans la solitude la plus totale, en me rendant bien compte à quel point c'est de la frappe atomique. Oula oupou, désolé. Dans ma tête, quand je découvre, c'est du niveau d'Hamza. C'est un bête de rappeur sur les prods, où faut kicker, et je trouvais qu'il avait un sens de la mélo très développé. D'ailleurs, faudra attendre 2021, soit 5 ans plus tard, pour que le titre Oula Hoop devienne une trend sur TikTok et booste un peu ses ventes. On va dire que le public s'est légèrement rattrapé sur cet oubli. Et voilà, on arrive à la fin de cette seconde partie, ça devient de plus en plus chaud. Oulala, attention, qui va arriver dans le top 10, saurez-vous deviner? Mettez des commentaires, regardez ma vidéo s'il vous plaît, jusqu'au bout, par pitié, je vis de ça. Plus sérieusement, à l'heure où je parle, la partie 1 est pas encore sortie, je sais pas si le concept va flopper et si je suis le seul dans mon délire ou pas, mais pour les quelques personnes qui sont encore là, n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur Insta et Twitter juste là, sur la chaîne secondaire et Twitch là aussi. Sinon, vous avez mon compte CAF là, mon matricule Pôle emploi, et moi je vous laisse, je diffuse la suite semaine prochaine, normalement, mais avant ça, je vous laisse prendre connaissance de mon acte de naissance, et il y a mon permis de conduire juste ici, et là vous avez, je crois,